Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors ça fait un moment que je n'avais pas posté de vidéo au niveau de cette playlist Select Dynamic avec Symfony 5. Au point où, au moment où j'enregistre cette vidéo, la dernière version date de Symfony, c'est la version 6.0.4. Donc en réalité, il fallait écrire maintenant Select Dynamic avec Symfony 6. Ce que je me suis dit, c'est ce week-end-là, je vais prendre tout le temps nécessaire afin de terminer cette série. Donc, c'est ce que je vais faire, finir toutes les vidéos et puis les poster d'un coup et on pourra passer à une autre formation. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est vous présenter ce qui a changé depuis la version qu'on avait utilisée au début de la playlist, qui était la version 5.3.7. Aujourd'hui, on a la version 6.0.4, c'est de voir qu'est-ce qui a changé dans tout le processus qui avait été indiqué ici. Et de la même manière, je vais faire un petit rappel rapide de tout ce qu'on avait vu. Vous allez voir, ça va aller rapidement. La première des choses, c'est que pour créer notre application, précédemment, on avait utilisé Symfony New et puis on avait rajouté le nom de notre app et -- full. Depuis les récentes versions de Symfony, on n'a plus de -- full. Grosso modo, le -- full va être déprécié. Il faudra utiliser -- web app. Donc, pour créer un nouveau projet Symfony maintenant, avec l'approche traditionnelle où on a tous les composants de base, il faut mettre Symfony New, le nom du projet, -- web app. Vous allez trouver au niveau de la documentation, je vais tenter de me retrouver, tous les détails par rapport à ceci. Je vais mettre un lien en description de cette vidéo où on explique ceci en détail. Là, c'était le premier point, on peut l'enlever. Le deuxième point, une fois que j'ai eu à créer mon application, si on vient au niveau de template, il y avait Base, on avait ce Mushibushi qui était rajouté. J'ai dû commenter ces deux lignes qui sont en rapport avec Webpack encore. Si vous n'avez jamais entendu parler de Webpack encore, au niveau de Symfony, cela vous permet très facilement de gérer vos assets. Je dis au niveau de Symfony, mais on peut même utiliser Webpack encore au niveau de d'autres projets qui ne sont pas des projets Symfony, étant donné que c'est un wrapper autour de Webpack. Bref, lorsque je n'avais pas commenté ces deux Mushibushi, j'avais une erreur où on me disait qu'une exception a été levée durant le rendering de mon template, vu qu'il n'arrivait pas à trouver un fichier entrypoints.json et tout ceci en rapport avec Webpack encore. Vu que j'ai commenté ces deux lignes, je n'avais plus de problème. L'autre chose, c'est que lorsque on avait enregistré la formation, je pense que c'était à cette étape-là, on avait eu une erreur en rapport avec la base de données. Donc au tout début, lorsqu'on a lancé notre projet pour voir quelque chose au niveau du navigateur, on avait cette erreur. On n'arrivait pas à se connecter au niveau du serveur, blablabla. Et ce qu'on avait fait, c'était configurer l'accès à notre BD. Moi, j'ai créé un fichier .env.local, étant donné que ce dernier n'était pas commité. Donc, comme on peut le voir, il est ignoré par Git. Et j'avais mis ici l'URL de connexion à ma BD. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans les récentes versions, on n'a plus cette erreur. Donc, je n'ai pas eu cette erreur lorsque j'ai eu à créer mon projet. On peut venir ici et puis fermer cette image. L'autre chose qui a eu à changer, c'est que au moment où j'enregistrais la vidéo au tout début, on avait simplement ici les configurations des routes qui utilisaient des attributs. Pour ceux qui ne le savent pas, les attributs ont été rajoutés depuis PHP 8 et c'est une syntaxe moderne pour faire la même chose qu'on faisait avec les annotations. Ok? Donc avant, on avait des trucs comme ceci, @route et tout. Maintenant, tout est géré avec les attributs. Donc précédemment, au niveau de la vidéo, ici, c'était des annotations, mais maintenant, tout a été remplacé par des attributs PHP 8. Vous voyez ici dièse, crochet, un peu partout, même au niveau du mapping, doctrine et tout. Donc voilà, magnifique, tout a été remplacé par des attributs. Ceci, ça n'a rien à voir avec notre formation, mais je trouvais intéressant de vous le montrer vu que je viens de l'apprendre. Si vous vous rappelez, on avait indiqué que le nom de notre table allait être countries au pluriel. Donc si on vient au niveau de chaque entité, on a mis cities au pluriel et puis countries au pluriel. Sinon, il allait prendre le nom de notre entité en minuscule au singulier. Étant donné que je voulais avoir les noms au pluriel, j'ai eu à rajouter cette config. Maintenant, vous remarquez qu'il y a ces backticks qui ont été rajoutés, que j'ai eu à rajouter. C'est parce que j'ai découvert récemment que ça peut être intéressant dans différents cas.
Par exemple, si vous avez le nom de votre table qui contient des espaces, vous n'aurez pas de problème si vous entourez ceci de backticks. De la même manière, ici, on peut avoir des problèmes avec des mots-clés réservés, mais si on entoure ceci de backticks, on n'aura pas de problème. Bon, dans notre cas, ça ne sert à rien vu qu'on n'a pas d'espace et puis ce n'est pas comme si on a des trucs en rapport avec des mots-clés réservés. Mais si vous voyez un code avec des backticks en rapport avec SQL, au moins vous saurez maintenant ça sert à quoi, n'est-ce pas? On enlève ceci et puis on continue. L'autre chose que j'ai eu à remarquer, et ça a été expliqué toujours au niveau de cet article où on parlait de web app, vous allez voir que Messenger a été configuré par défaut, donc Symfony Messenger. Pour ceux qui ne le savent pas, Symfony Messenger, il va vous permettre très facilement de pouvoir gérer l'exécution de tâches asynchrones. Mais basiquement, par défaut, lorsqu'on utilise "-web app", Symfony Messenger est utilisé afin d'utiliser, ça fait 2 fois utilisé, il est configuré afin d'utiliser Doctrine comme backend. C'est pourquoi si on regarde le fichier composer.json, on va voir qu'on a Symfony, Doctrine, Messenger qui est installé par défaut. Et le truc est que à chaque fois que vous allez exécuter make migration, vous allez voir qu'au niveau de votre fichier de migration, une table Messenger Messages de cette manière va être créée. OK? Donc, lorsque j'avais créé mes 2 entités, ici City et puis Country, et j'avais exécuté la commande Symfony console make migration, vous allez voir, si je viens au niveau de migration, il me rajoute également cette table Messenger Message. Vu que moi, je ne la voulais pas, j'ai eu à enlever ceci avant d'appliquer ma migration. Donc, il avait rajouté ceci à ce niveau, mais j'ai retiré cette table vu que je ne voulais pas utiliser Symfony Messenger dans mon contexte. Donc, si vous souhaitez utiliser Symfony Messenger, vous pourrez garder ceci et puis créer la table. Mais vu que moi, je ne voulais pas l'utiliser, j'ai eu à retirer ceci. Le seul inconvénient, comme on peut le voir, à chaque fois que je vais utiliser Make Migration, il va rajouter de nouveau cette table, vu qu'il va voir qu'elle n'a pas encore été créée et il va me proposer de la créer. Si vous ne voulez vraiment pas ceci, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est venir retirer notre ami Doctrine Messenger, ou bien, en lieu et place d'utiliser l'approche traditionnelle avec "-web app", vous auriez pu créer votre projet avec Symfony New, liste dynamique, sans rajouter "-web app". Comme ça, vous n'auriez pas Symfony Messenger qui allait être rajouté et vous aurez le choix de le rajouter quand vous le souhaitez et puis après créer la fameuse table Messenger Message si vous voulez utiliser Doctrine comme backend. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne les changements que j'ai eus lorsque j'ai eu à recréer le projet afin d'utiliser la dernière version date de Symfony. Maintenant, pour boucler cette vidéo, essayons de faire un petit rappel de tout ce qu'on a eu à voir. Vous allez voir, ça va être rapide. Ici, j'ai eu à présenter ce qu'on voulait avoir comme résultat final. Grosso modo, on allait pouvoir sélectionner un pays et puis automatiquement, on aura uniquement les villes de ce pays. Après, au niveau de cette vidéo, on a créé notre projet avec Symfony New, liste dynamique, "-full". Mais comme on l'a vu il y a quelques instants, maintenant c'est "-web app en lieu et place de "-full". Au niveau de cette vidéo, on s'est intéressé à la page d'accueil. On a tenté simplement d'afficher quelque chose au niveau de la page d'accueil. Après, ici, on a créé nos 2 entités, l'entité Country et puis l'entité City. Et on a lié les 2 entités. Un pays à un ensemble de villes et puis une ville appartient à un pays. Après, à la prochaine étape, on a utilisé les fixtures afin de générer des données. Donc, au niveau d'ici, on avait notre classe app fixtures et on avait créé 3 pays, la France, le Canada et la Côte d'Ivoire. Et puis, on avait associé différentes villes. Après, on s'est intéressé à créer un formulaire basique. Donc, on avait simplement le nom, le pays, la ville et le message. Et là même, c'était des champs de type texte. On n'avait pas des select. Donc, on a créé simplement quelque chose de basique. Après, on a vu le type entity type. Et ce qui est cool, si on vient au niveau de notre formulaire, avec entity type, on pouvait préciser une classe, dire quel champ on allait utiliser pour les éléments. Donc, pour les pays, vous voyez ici, c'est pourquoi on a les noms. Et de la même manière pour le champ City, on avait utilisé Entity Type avec comme classe City. Et on allait avoir les noms de toutes les villes. Pour l'instant, on a toutes les villes sans filtrer ceci par pays, mais on récupérait toutes les informations.
Après, si on vient à ce niveau, on a vu aussi l'option Query Builder qui nous permettait de pouvoir appliquer, disons, des trucs à notre Query Builder. Comment est-ce qu'on récupère les informations? Ici, on a simplement ordonné les informations par ordre alphabétique. Donc, on peut voir que les noms de pays et de villes étaient listés par ordre alphabétique. On a ici C, C, F et vous regardez A, B et ainsi de suite. Au niveau de la prochaine vidéo, on s'est intéressé à la partie stylisation. Donc, on a utilisé Bootstrap afin de styliser un peu notre page. Vous voyez, on a mis ceci en rouge, on a centré un peu le texte. On a appliqué le thème Bootstrap au niveau de config twig. Donc, si je viens rapidement ici, config package twig, afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Au niveau de la prochaine vidéo, on a vu qu'en réalité, on parlait de champs en disant champ, champ, champ et tout. Mais au niveau de Symfony, tout était des formulaires. Donc, on avait un grand formulaire qui contenait des sous-formulaires. Ici, c'est un sous-formulaire, un sous-formulaire, un sous-formulaire et tout. Et même lorsqu'on s'était intéressé à Available At, si je reviens rapidement au niveau de notre contrôleur, on va tenter d'enlever ceci. On avait un formulaire qui contenait ceci qui était un formulaire. Là, c'est un autre formulaire. Ici, c'est un formulaire. Après, on avait les petits formulaires. Désolé. Donc, tout était des formulaires au niveau de Symfony. En ce qui concerne la vidéo sur les caractéristiques d'un formulaire, on avait vu qu'un formulaire avait 3 éléments qui le caractérisaient. Le nom du formulaire, le type du formulaire et ses données. Donc, ici, chaque formulaire avait un nom, également un type et puis des données. Même le grand formulaire qui était ici, il avait un nom, il avait un type, c'était le type basique qui était form type et puis des données associées. Pour accéder au nom du formulaire, on peut utiliser getName. Pour accéder aux données, on peut utiliser getData. Et pour accéder au type, on mettait getConfig pour accéder à la config. Oups. Après, on avait rajouté getType et pour terminer, getInnerType. Et ceci nous donnait accès au type de notre formulaire. Donc, je peux par exemple couper ceci. Je vais prendre le formulaire qui est ici, country. Et comment est-ce que je peux procéder? Je fais un down dump. Je dis via mon formulaire, je veux accéder au formulaire pour le pays et je veux le type de ce formulaire. Là, j'ai fait un copier-coller, mais il va falloir couper ceci, le mettre là et rajouter un point virgule. Et vous allez voir, on aura le type. On sait que le type, c'est Entity Type. Donc, on vient là, on va tenter d'actualiser. Et mamma mia, on a Entity Type. On a vu qu'on pouvait utiliser placeholder afin de mettre aussi un placeholder. Donc, si je viens rapidement ici, on essaie d'actualiser. On avait le placeholder, please choose a country and please choose a city. Après, au niveau de la prochaine vidéo, on a parlé de la méthode setData. Donc, on avait vu qu'on pouvait donner des données de départ au niveau de notre formulaire. Donc, je peux dire que par défaut, pour name, on va mettre honoré. Et ceci allait être utilisé comme données de départ. Magnifique. Mais en coulisses, tout ce qu'on fait, c'est utiliser setData afin de setter les données. Donc, on utilise getData pour récupérer les données, mais on peut utiliser setData pour setter les données. Donc, je pouvais dire au niveau de mon grand formulaire, je veux accéder au sous-formulaire pour le nom. Et là, je veux setter les données. Je vais mettre mamma mia comme nom à ce niveau. Et vous allez voir au niveau de name, on aura mamma mia. Magnifique. Après avoir parlé de la méthode setData, on a fait un rappel sur le langage HTML. On a vu que ce n'était pas un langage de programmation. Donc, on n'avait pas la possibilité de faire des boucles, de faire des conditions et tout. Et en général, toutes les données étaient des chaînes de caractères. Donc, même si on manipulait des champs de type number, les valeurs, c'était des chaînes de caractères, que ce soit au niveau du formulaire ou ce qu'on envoyait à la soumission. Mais au niveau de Symfony, on avait un peu de magie. Si je viens ici et puis je rajoutais un formulaire, donc disons price, le type, je vais mettre number type et on va tenter de l'importer. Donc magnifique, comme on peut le voir. Si on vient au niveau du navigateur, voici notre champ. Si on voulait avoir un champ de type number, il fallait rajouter simplement
HTML5 et le mettre à true. On vient là et on a un champ de type number. Mais si je viens ici et puis je fais un die dump de toutes les données de notre formulaire à la soumission, donc là je vais mettre du charabia afin de ne pas perdre votre temps. Essayons de copier ceci, magnifique. Vous voyez que ceci a été transformé en une valeur numérique. C'est parce que Symfony se chargeait de faire des conversions automatiquement pour nous. Et on avait vu qu'on avait trois types de données au niveau d'un formulaire. On avait les données du modèle, les données normalisées et les données de vue. Si je prends par exemple notre champ price et puis on affiche les trois données, je vais essayer de donner une valeur de départ. Donc, on va dire au niveau de price, la valeur va être 5.5, un exemple. On vient au niveau du navigateur. On voit qu'au niveau de la vue, on aura une chaîne de caractères. Au niveau du modèle, on a 5.5. Ce sont les données qu'on a eu à mettre ici avec ceci ou bien cette data, donc les données qu'on manipule. Les données de vue, c'est généralement des chaînes de caractères. Et puis les données normalisées, c'est rare qu'on y accède, mais on avait vu que c'était utilisé de manière interne au niveau de Symfony. Et généralement, pour savoir qu'est-ce qu'on aura, on peut se demander quelle est la manière, disons, la plus adéquate d'accéder à cette information. Ici, pour le prix, on est mieux de manipuler une valeur, disons, numérique qu'une chaîne de caractères. Dans ce contexte-là, c'est pourquoi on a ceci. Mais si on faisait la même chose pour available at, là, je vais rajouter ce qu'on avait tantôt. On avait widget et puis single text. On peut voir que pour available at, au niveau de la vue, on a une chaîne de caractères. Donc, on avait eu à mettre une valeur de départ. Mais au niveau de la vue, la donnée est de type chaîne de caractères. Au niveau du modèle, on manipule un objet datetime immutable, donc on a datetime immutable. Et pour la donnée normalisée, ben, il est plus intéressant de manipuler un objet datetime immutable qu'une chaîne de caractères en ce qui concerne, disons, la date, raison pour laquelle on a ceci. Après, normalement, c'était tout. J'ai oublié une vidéo, c'était celle-là, où on a parlé de la validation des données. Donc là, on a validé nos données en rajoutant constraint. Ici, ça ne devait pas être vide. Pareil là, pareil là. Ici, il fallait avoir au minimum 5 caractères pour le message et tout. Donc, on avait vu comment rajouter des données. Si je viens rapidement à ce niveau, je vais commenter le die and dump. Et puis, on essaie de mettre un message qui fait moins de 5 caractères. On avait l'erreur qui était affichée. Donc voilà, les gars et les go, de manière sommaire, on a fait un rappel de tout ce qu'on a vu. Pourquoi j'ai eu à faire ce rappel? C'est pour vous éviter de re-regarder les vidéos si ça fait longtemps que vous avez regardé ceci. Et moi également, ça m'a permis ici de me rappeler rapidement de tout ce qu'on avait vu afin de savoir qu'est-ce que je dois expliquer par la suite. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons parler maintenant ici des événements de formulaire. Je n'en dis pas plus, stay tuned and take care. Peace.